Bonjour. Alors, je m'appelle Julie Gilles de Lalonde, j'interviens dans cette plénière en tant que médecin généraliste et en tant que médecin généraliste qui a participé au groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur les parcours de transition qu'Anaïs vient de vous présenter. Du coup, j'ai touché de l'argent, de la HAS, je ne sais pas s'il faut le dire, voilà, je pense dans les 1500 ou dans les 2000 euros pour le double des séances qui avaient été initialement annoncées. Voilà. Alors, Anaïs, tout à l'heure, elle vous a dit en fait qu'on va essayer d'accompagner les gens sans idées préconçues, sans a priori. Alors, on ne se refait pas. Moi, j'étais obsédée de cette question dans la recherche qualitative, donc ça continue avec cette question-là dans l'identité professionnelle. Forcément que là d'où je parle, là d'où je viens, là d'où je suis née, là où je transite, en fait, me crée des a priori, me crée des jugements, etc. En revanche, j'ai besoin d'en avoir conscience pour que ça puisse ne pas nuire aux personnes que je vais accompagner. Donc moi, par exemple, je suis une femme cis, je suis issue d'une famille aisée, je suis médecin, je suis dans un couple hétérosexuel, je travaille dans une zone très précaire, à Aubervilliers, un des endroits les plus pauvres de France. Ça n'est pas que j'utilise la contraception, c'est que je travaille dans un centre de santé sexuelle. Du coup, dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, voilà, il y a beaucoup de mixité sociale, dans une zone près de Paris, dans une structure de soins. J'ai passé ma thèse et je suis une personne plutôt valide et en même temps, j'ai des problèmes de santé qui font que je suis aussi usagère du système de santé. Donc je pense que ça a un impact sur ma façon d'accompagner les gens qui sont usagers aussi. Juste un petit sondage. Qui dans la salle accompagne déjà des personnes trans en consultation ? Ok, merci. Qui aimerait le faire plus dans sa pratique ? Ok. Qui n'a répondu à aucune des deux questions ? Ok, vous êtes là pour voir. Bon, ça je ne vais pas faire, j'ai pas le temps. Alors, je cite la thèse d'Alex Veil qui a travaillé sur l'expérience des médecins généralistes primo-prescripteurs de testostérone pour les personnes trans en France. Parce que cette verbatim illustre bien comment, quand on a l'impression qu'on n'est pas capable, en fait, on va devenir capable au terrain, sur le terrain et en côtoyant les personnes concernées. En gros, c'est un peu lui de qui tout est venu, donc le patient. C'est un peu la personne qui m'a aiguillée tout au long de mon parcours. Il a commencé à me dire, c'est pas très dur d'être un médecin généraliste qui accompagne des personnes trans. Il suffit juste de ne pas être transphobe, quoi. Après, il m'a dit, tu sais, tu fais beaucoup de gynéco, c'est pas très dur de faire des renouvellements d'hormonaux. Du coup, je m'y suis mise. Il m'a envoyé des trucs, donc je me suis formée. Et puis après ça, je crois que j'avais pas mal de renouvellements. Il m'a dit, en vrai, le plus compliqué, c'est le renouvellement. Maintenant que tu fais des renouvellements, tu peux faire la primo-prescription. C'est pas très compliqué. Alors ça, c'est une étude, c'est un beau travail de Marie-Thérèse Lucier et Claude Richard qui ont écrit des travaux sur la communication en santé qui montrent que quand les problèmes de santé sont bénins, et être trans n'est pas un problème de santé en soi, donc on est largement dans le bénin, et que c'est chronique, et vous voyez qu'en fait, en haut à droite du tableau, le professionnel de santé n'a pas à être dans une posture d'expert en charge. Il peut être tout à fait un facilitateur, un collaborateur dans la relation, du coup partagé, dans la décision partagée. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous ? On va se retrouver à avoir des consultations, ou demain, quand ça vous arrivera, n'est-ce pas ? Vous allez, dans vos consultations, avoir des gens qui viennent adresser des associations, sûrement, et peut-être pas, qui ont des connaissances peut-être déjà très vastes sur les soins transaffirmatifs, peut-être plus que vous, ou pas, et qui demandent parfois des choses très précises sur ce dont ils ont besoin pour leur parcours de soins. Et encore une fois, parfois, ça n'est pas le cas. Ils ont vraiment besoin que vous les accompagniez, que vous les aidiez à réfléchir. Et en revanche, il y a de fortes chances qu'ils vous mettent face à des éventuels doutes, des contradictions, de la méconnaissance, et que ça vous déstabilise éventuellement dans le rapport pouvoir-savoir, pas individuellement, mais en tant qu'individu qu'on représente en étant médecin. En fait, le pouvoir qu'on a par le savoir, par notre identité professionnelle, fait que de toute façon, on est dans ce rapport-là avec les personnes. Et recevoir des personnes trans en consultation, ça vient nous confronter là-dessus, et moi je pense que c'est pour le mieux, personnellement. Donc on peut se retrouver à dire, j'ai conscience que c'est déjà beaucoup pour vous d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous mettrait à l'aise pour cette première rencontre ?
Ce travail de Roxy Manning de 2022, c'est pour montrer que quand une personne reçoit un stimulus d'une chose qui n'est pas évidente dans la vie de tous les jours, en fait, quand on est victime ou quand une personne est victime de discrimination, ce stimulus ne s'arrête pas là. Ça n'est pas juste un stimulus externe qui vient et qui part, ça active en fait un stimulus sur quelque chose d'intérieur qui va activer des souvenirs, peut-être une histoire personnelle douloureuse, peut-être des traumatismes. Je dis peut-être parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est important qu'on ait ça en tête. Et tous ces choses internes qui se passent peuvent venir en fait bouger à nouveau cette violence systémique que les personnes discriminées vivent au quotidien. Là, c'est illustré par la transidentité, mais on peut le prendre avec tous les rapports de discrimination. Donc on se retrouve à être dans une position où, comme le disait très bien Anaïs, on doit aussi mesurer les risques que ça représente de ne pas prescrire, de ne pas accompagner ces personnes qui ont besoin de ces soins. Donc les éloigner des soins, leur faire perdre la confiance alors que c'est déjà énorme en fait qu'ils soient arrivés jusqu'à nous. Et puis après, ça peut être plus grave parfois, des troubles anxieux, dépression, suicide. Et on peut tout simplement dire, écoutez, je n'aurai peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais on peut avancer ensemble et je demanderai de l'aide si j'ai besoin. Alors on va plonger dans les situations cliniques, parce que ça va sûrement vous parler. Et donc, on va commencer avec Amy, qui a 18 ans, 6 mois, qui vient très proche de son anniversaire, de sa majorité, et qui aimerait débuter une transition hormonale. Je vous laisse une seconde pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive ? Alors, qu'est-ce qu'on va savoir sur Emma ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, déjà, on peut paniquer intérieurement, mais on peut se ressourcer en disant « c'est bon, j'ai les ressources, je vais y arriver, je suis médecin généraliste, je vais accueillir la demande, parce que je sais accueillir une demande. Donc je vais accueillir la demande. Je vais, comme c'est le sujet de la consultation et que la personne vient vers nous pour ça, je vais questionner l'incongruence de genre, l'histoire de la transidentité. Donc c'est une personne transféminine, elle utilise le pronom « elle », elle a un prénom d'usage, elle est out dans ta vie sociale et dans sa vie proche. Je vais évaluer si elle a des facteurs de vulnérabilité en santé. Déjà, le fait d'être trans, d'être une jeune personne trans, elle est déjà vulnérable, sûrement. On va regarder s'il y a d'autres choses. Elle a grandi avec 2 mères, elle est en rupture avec un de ses parents, et elle a une sœur, elle fait des études. Dans ses études, ça se passe bien à la fac, elle est plutôt intégrée. Je vais lui poser des questions sur sa santé mentale, et je vais lui dire, je ne questionne pas votre santé mentale pour savoir si vous pouvez avoir des hormones. Je questionne votre santé mentale pour savoir comment vous allez, parce que vous êtes peut-être dans une situation de vulnérabilité. C'est très différent. Parce que si je commence à interroger la santé mentale sans demander pourquoi je le fais, ça peut activer des craintes et des traumatismes antérieurs de toute la psychiatrisation que la transidentité a connue. Et du coup, les gens vont être sidérés. Et comme on n'a pas l'habitude de dire pourquoi on dit, quand on pose une question, on n'est pas forcément habitué en tant que médecin généraliste à dire pourquoi on a besoin de la réponse. Et là, ça va être d'autant plus important de le faire, parce que sinon, ça peut être très mal vécu. Donc en l'occurrence, il y a eu une année difficile et c'était pas facile. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire lors de cette première consultation ? On peut déjà lancer un bilan initial, parce que ça mange pas de pain, demander si on veut faire un bilan d'IST. On va voir à quel point c'est important pour cette jeune femme de venir. Okay, elle a attendu juste d'être la majorité. On peut imaginer que ça fait des années en fait, qu'elle veut transitionner. En l'occurrence, elle l'avait nommé dans sa famille. Ça a été un non-événement depuis qu'elle a 13 ans. Personne n'est plus jamais revenu dessus. C'était un tabou. Elle arrive, elle a 18 ans et 3 mois. C'est peut-être une très grande urgence pour elle de commencer. Donc, si c'est le cas, je vais m'adapter à ça. Donc, on va pouvoir commencer avec de l'estradiol à dose progressive. Mais ça, je ne rentre pas dans les détails parce que la recommandation est là pour vous soutenir justement dans cette partie hyper technique de l'accompagnement, des doses, etc. Je fais attention aussi parce que quand elle est venue me voir, elle a déballé un récit de vie intégral depuis toute petite, voilà, comme si elle avait besoin de me prouver en fait qu'elle était trans. Et j'ai ça en tête parce qu'on se base sur l'autodétermination. Donc je suis très heureuse qu'elle ait confiance et qu'elle me confie des choses. Et en même temps, je vais faire attention à ce qu'elle ne soit pas en train de se justifier en pensant qu'elle est obligée de le faire. Deuxième situation. Du coup, Alex. J'interviens après chaque merci. situation, ça te va ? Oui, vas-y. Et ben voilà. Parce qu'en fait, on s'était dit qu'il y a un peu le vécu des personnes que je vais accompagner un peu sur les présentations qui sont faites là. Et je réinsiste effectivement sur ce point-là, sur le dernier point, de dire on a un petit peu tendance, on a même beaucoup tendance, de par l'expérience, très peu de médecins nous prennent en charge. Donc, quand on a un rendez-vous, parfois on va aller jusqu'à jouer un rôle.
Il faut qu'on joue le rôle de la personne la plus binaire de la Terre pour pouvoir justifier de pouvoir avoir des hormones derrière. On n'a pas forcément la situation dans laquelle on est censé pouvoir être pour pouvoir donner un accord libre et éclairé, parce qu'on sera tellement stressé par l'idée qu'on va me dire bah non, finalement je ne vais pas t'accompagner, qu'on va jouer le rôle pour dire bah, c'est peut-être ce que la personne souhaite entendre en face. Tout le travail qu'il faut que vous fassiez, c'est de réfléchir à ça et de vous mettre dans une autre situation. On a des médecins, par exemple, qui dès le départ disent ok, tu viens pour prendre des hormones, je te fais l'ordonnance d'hormones, maintenant on va pouvoir parler. Parce que maintenant, tu vas être dans un état d'esprit où tu vas être capable simplement d'entendre toutes les conséquences qu'il peut y avoir dessus et te dire bah, peut-être que je ne vais pas le prendre, je ne vais peut-être pas les prendre. Et surtout, dans tous les cas de prise d'hormones et dans tous les autres enjeux, alors sur les opérations, c'est un peu plus compliqué, c'est de dire à la personne, ce n'est pas parce que tu commences que tu es dans un tunnel dont tu ne pourras jamais sortir. Je vais me permettre de prendre juste une expérience que je donne souvent dans les groupes de parole. Je vais vous parler d'Indiana Jones. Dans Indiana Jones, je ne sais pas si vous voyez ce film-là, il y a un moment où il est poursuivi par les nazis, parce que c'est Indiana Jones, et il y a une énigme qui dit, il est en haut d'une falaise, il faut que tu te fasses confiance. Donc il ferme les yeux, il avance le pied pour tomber de la falaise, et en fait, il y a un pont en trompe-l'œil, donc il prend du sable, il jette le sable, et on voit le pont, etc. Bon, ça marche au cinéma, en vrai, on voit tout de suite le pont trompe-l'œil. Mais bon, bref. Et en fait, c'est ça une transition. C'est ça, prendre des hormones. C'est qu'on pense qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Qu'à partir du moment où on va commencer à prendre des hormones, on ne reviendra jamais en arrière. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun sujet. On peut revenir en arrière. Et il faut avoir cette liberté-là quand on veut s'engager dans un parcours de transition. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'Alex maintenant, qui a 23 ans, qui consulte pour une inquiétude sur une potentielle endométriose et qui a des questions sur une prise éventuelle de testostérone, qu'il ne prend pas encore. Alors là, la personne, elle vient pour une demande gynécologique. On peut peut-être commencer par l'anamnèse gynécologique quand même. Ça se fait. Donc il y a des cycles irréguliers depuis la ménage, très douloureux, un gros syndrome prémenstruel, voilà. Il y a des rapports sexuels pénétratifs très douloureux. Et il y a eu un épisode traumatisant de échographie pelvienne intravaginale. J'en ai marre d'entendre cette histoire tous les jours. Identification des facteurs de vulnérabilité. Donc, il a grandi dans une famille très conservatrice, il a quitté le foyer, mais il est en bon lien avec sa famille. Il vit seul, il touche la hache pour des raisons de santé mentale que je vais vous donner, et sa famille lui paye la moitié de son loyer. Il est suivi en CMP depuis plusieurs années. Il a une lourde histoire avec la psychiatrie, pas en lien avec sa transidentité, mais il y a eu des dépressions, des TS, il a été étiqueté borderline, le spectre autistique, des troubles des conduites alimentaires, et il est actuellement stable sous son traitement par ISRS. Donc, on va questionner l'histoire de l'incongruence de genre. Donc, c'est une personne non binaire, assignée fille à la naissance, qui se vit comme il. Questionnements initiaux sur son orientation sexuelle. Il était d'abord lesbienne, en fait. Il est devenu il se sent comme ça. Et je dis dysphorie sur sa poitrine parce que c'est lui qui dit ça, en fait. Il dit qu'il sent des crises de dysphorie quand il voit ses seins. Il aimerait avoir plus de pilosité, avoir moins de seins, avoir la voix plus grave, et donc il se questionne. 5 secondes pour que vous ayez une idée de ce que vous allez faire. Suspense. Alors, on va aller sur le chemin de l'endométriose. Si vous accompagnez de la santé sexuelle, gynécologique, vous savez faire. Donc, moi, j'ai pas eu envie de retenter l'expérience de l'échographie, même si j'ai un réseau safe. Voilà. Donc, d'abord l'IRM. Et encore, l'IRM, il peut encore y avoir des problèmes. Et on discute des options thérapeutiques. Donc éventuellement un DIU hormonal, mais on peut intégrer la testostérone dans cette réflexion-là, parce que la testostérone, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça pourrait mettre sous aménorrhée. Donc si la personne est plutôt dans l'idée de transitionner hormonalement, ça peut faire partie de notre médication. Donc on va explorer les connaissances, les attentes sur la testostérone. Voilà. Et en fait, il prend des ANS et pour l'instant, ça va plutôt bien. Donc finalement, l'IRM, elle sera normale. Et en fait, quand on va reprendre le sujet du DIU, il va révéler une agression sexuelle. Et donc, je vais l'adresser à la CCF, la conseillère conjugale et familiale du centre de santé sexuelle. Ce qui va nécessiter forcément que vous sensibilisiez les gens avec lesquels vous travaillez. Parce que je veux être sûre que cette conseillère conjugale va l'accueillir comme il est respectueux de le faire. Et finalement, pour l'instant, la T, ce n'est pas un sujet. Bon, très rapidement là-dessus, je vais être beaucoup plus courte sur celui-ci. Je réinsiste aussi sur ce dernier point. On a des études qui montrent que la majorité des personnes, a priori,
vont pas bien accueillir les personnes trans en France. C'est pas le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus accueillant, mais en France, non. Donc, en tant que personne trans, on va toujours penser que ça va mal se passer quand on aura un rendez-vous avec un élément qui sera un petit peu une institution. Donc, c'est vraiment important que vous ayez des réseaux autour de vous de personnes safe et de dire, justement, on renvoie vers une personne qui sait déjà de quoi on parle. Tu ne seras pas obligé d'expliquer ce qu'est la transidentité à la personne vers qui je t'envoie derrière. Ouais, et du coup, je lui demande, est-ce que vous voulez que je parle de votre situation à ma collègue? Il va dire oui, bien sûr, comme ça, il n'a pas besoin de tout recommencer du zéro. Alors, Elliot a 30 ans, il consulte, là, c'est hyper récent pour de la souffrance au travail. C'est une personne trans masque, utilisant le pronom il. Il est out dans sa vie plutôt perso, mais pas professionnelle. Il n'a pas transitionné administrativement et il est sous androtardil. Il vit en coloc, il est artiste-auteur, mais il n'en vit pas. Il n'a jamais fait de tentative de suicide ou été hospitalisé. Il a fait 2 psychothérapies qui n'étaient pas concluantes. Une lacanienne transféministe qui lui prenait 80 € de la séance. Il avait l'impression de se faire arnaquer. Et après, il a fait de l'ICV, mais comme la personne ne s'en sortait pas avec la transidentité, il a arrêté parce qu'il ne se sentait pas safe. Alors du coup, quand je le reçois en novembre, il est déprimé, il ne va pas bien. Il est anxieux, il a de la somatisation de ça, il a des troubles du sommeil. Alors, ça commence quand l'histoire avec lui? En fait, il venait au centre de santé depuis janvier 2023. Il avait des plaintes gynécologiques. Ensuite, il a transitionné. Ce n'était pas moi qui l'ai accompagné à ce moment-là. Et moi, je l'ai revu en mars 2025 pour une gale, pour le suivi du coup de sa testostérone qui avait été introduite. Et il était en recherche d'un emploi à ce moment-là. Je l'ai revu en juin pour le suivi de sa testo. Ça allait à peu près, ça lui allait. Il avait des allergies. Au niveau de sa santé mentale, il avait quand même envie de retrouver quelqu'un pour l'accompagnement psy, sans gros problème. Et il venait de trouver un travail dans une municipalité, dans le BTP. Je le revois en septembre, toujours pour l'accompagnement de sa testo. Il a un effet de fin de dose. Il n'est pas très bien en fait, sur la fin de sa testostérone. Donc ça, c'est le signe qu'en fait, il peut refaire son injection suivante plus tôt, parce qu'il y a de la déprime, des troubles musculaires, etc. Et il est assez étonné parce qu'à son boulot, tout le monde le prend pour un homme cis. Donc il est un peu perplexe entre satisfaction et imposture. Donc on parle de ça, en fait. Il a besoin d'en parler. Voilà, on lance les dépistages, le suivi, etc. Et là, événement. En fait, en octobre, je le revois plus tôt que prévu. D'ailleurs, c'est pas moi qui le vois, c'est Astrid qui est dans cette salle, l'interne de niveau 1 qui travaille avec moi. Et il va pas bien du tout. Et en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a été outé dans sa vie professionnelle. Ses collègues ont été au courant. Il n'y avait que CRH qui était au courant de son identité de genre, mais là, tous ses collègues le savent. Donc, il vit de la transphobie au travail. Il est très mal. Elle lui renouvelle donc un arrêt de travail qu'il avait demandé en urgence près de chez lui. Et donc, quand je le revois en novembre, il va vraiment pas bien du tout. Il a des gros troubles du sommeil, il a un énorme trouble anxieux, il veut quitter ce travail, il ne veut pas y retourner, il est encore en période d'essai, du coup, il sait qu'il ne va pas se faire employer, ou en tout cas, il le craint. Et donc, c'est de l'accompagnement de la souffrance au travail, dans une perspective systémique, en fait. On est face à quelqu'un qui vit une oppression systémique et qui a malheureusement des bonnes raisons de se sentir comme il se sent, n'est-ce pas ? Si on prend l'iceberg de tout à l'heure, vous voyez bien comment, bien sûr, ça vient chahuter la systémie là-dessous. Et donc là, moi, je l'ai envoyé vers des syndicats LGBT. Je lui ai dit d'aller chez Outrance pour se faire conseiller aussi au niveau juridique, etc. C'est un bon réflexe d'envoyer vers les associations, vers les ressources qu'il peut y avoir. Et c'est effectivement prendre en compte tous les environnements de sa vie. On a parlé tout à l'heure dans des situations où il y avait la question de la famille qui est très présente, mais il y a aussi les questions du travail, de tous les cercles dans lesquels on peut être out à un moment ou à un autre. Mais je vais revenir sur un point qui est la difficulté qu'il peut y avoir où on anticipe peu ça quand on n'est pas une personne concernée, de se dire tiens, d'un seul coup, les gens me prennent pour, m'identifient comme. Et c'est assez compliqué parce que nous, on a les mêmes yeux, enfin, on voit les gens de la même façon qu'on les voyait avant, mais les gens nous regardent différemment de la façon dont ils nous regardaient avant. Et c'est un gros sujet qui peut questionner. Et en particulier chez les personnes transmasques, il y a un grand sujet qui revient dessus, qui est le sujet d'être perçu comme étant une personne potentiellement qui peut être un agresseur vis-à-vis d'une femme et de connaître ce regard-là, mais de se dire mince, là je suis de l'autre côté, et ça peut être très déstabilisant pour les personnes. Et c'est pour ça que nous on a créé des groupes de parole pour les personnes trans avancées, parce que c'est des choses qui se passent peut-être après le début de transition, pour que les personnes puissent en parler, puissent échanger aussi sur les petits tips qu'on peut avoir pour pouvoir avancer sur ces points-là. Merci. On continue ? Alors, Mélanie, qui a 26 ans, elle consulte adressée par un médiateur en santé d'un centre de santé sexuelle pour reprendre un suivi médical de sa transition et pour des douleurs rachidiennes. Elle est comédienne, elle travaille dans la production, elle vit en coloc, son loyer est payé par ses parents.
C'est une personne trans femme, elle utilise le pronom elle est out dans tout son entourage, elle est très soutenue par sa famille et ses amis, et elle s'auto-injecte depuis un certain temps, elle se sent bien avec ce dosage, mais elle a quand même envie de refaire un point parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de dosage là-dessus. Elle voit une psy via le dispositif qu'elle a trouvé toute seule, mapsyestlesbienne.org, et elle avance avec cette personne sur la piste de sa neuroatypie. Elle n'a jamais eu d'événement majeur au niveau psychiatrique. Vous voyez que ça se passe plutôt bien dans sa vie, et comme par hasard, il n'y a pas eu de rupture familiale, il n'y a pas de précarité sociale parce que sa famille subvient à ses besoins, et il n'y a pas de transphobie dans son entourage. Alors comment on va structurer la consultation ? En fait, on va faire notre boulot. On va interroger dans une perspective de réduction de risque l'automédication, parce que là, il s'agit quand même de vérifier peut-être comment elle s'injecte, où elle reçoit les produits, comment elle fait, etc. Puis après, on va faire l'anamnèse des douleurs rachidiennes. Donc, on a envie de l'examiner peut-être. Elle dit qu'elle a mal au dos. Peut-être ça serait sérieux quand même de vérifier. Est-ce qu'il y a une gibbosité ? Est-ce qu'il y a des signes de scoliose ? Peut-être que jamais personne ne l'a examinée justement en ayant de la crainte. Donc là, ça vaut le coup de demander éventuellement. Ça m'intéresserait de vous déshabiller, ça pourrait être utile parce que j'aimerais regarder votre colonne vertébrale, voir s'il y a une bosse, voir s'il y a besoin de faire des radios. Je dis pourquoi j'ai besoin de faire les choses. Et je vérifie éventuellement qu'il n'y a pas de trigger physique parce que je vais peut-être toucher le dos. Donc, personne vulnérable égale attention, vigilance. Voilà. En l'occurrence, tout allait bien. Typiquement, c'est aussi poser la question systématiquement aux personnes s'il y a des mots pour désigner des organes ou des parties du corps qui peuvent être parfois très genrés. Une personne trans masculine va parler peut-être de diclite pour parler de son clitoris. Une femme trans va peut-être parler de clitoris pour parler de sa verge parce que c'est un terme qui sera peut-être plus approprié sur la façon dont elle ressent son organe. On va peut-être plus parler de torse que de poitrine pour une personne trans masculine. Donc interroger ça, c'est assez intéressant et c'est même intéressant de poser cette question-là à tout le monde, même pour les personnes qui ne sont pas des personnes trans, qui peuvent être parfois un petit peu mal à l'aise d'utiliser des termes qui sont parfois très sexués ou qui vont parler de certaines parties du corps sur lesquelles on ne sera pas forcément très clair à pouvoir utiliser ces mots-là et utiliser du coup les mots qui sont bien pour la personne et seulement les mots qui font que la personne sera à l'aise pour pouvoir aller dans les soins. C'est des choses que l'on sait faire globalement avant de toucher une personne. On prévient, attention, je vais te toucher. Quand on sait qu'on a des personnes qui sont dans des situations qui peuvent être un peu compliquées sur certains soins, il faut penser aussi à l'oral, à faire la même chose pour s'adapter en fait à ce que va entendre la personne en face. Ouais, merci beaucoup. Alors, avec Shaina, 29 ans, elle vient pour un premier contact et elle demande un suivi de transition féminisante. Bon, là, j'ai mis un extrait de mon dossier pour vous donner une idée de ce que j'ai écrit dans les antécédents. Du coup, par exemple, l'anamnèse de la transition de genre. Donc, elle transitionne, elle s'auto-injecte par œstradiol, valérate. Elle prend des bloqueurs. Elle est déjà out dans sa vie. Elle vit en colocation dans le 19e. Pas du tout, avec 6 personnes. Et du coup, j'explore aussi sa santé mentale, parce qu'il y a un sujet là-dessus, un gros sujet, et elle a envie d'en parler parce qu'elle a envie d'avoir de l'aide. Donc il y a des consommations, des addictions, de la dépression, et il y a plein de symptômes psy qui sont quand même assez complexes et pour lesquels je sens que je vais avoir besoin d'aide. Il y a besoin de parler aussi de la santé sexuelle, parce qu'il y a eu du travail du sexe, il y en a peut-être encore, il y a une PrEP. Alors là, Olivier Saint-Lary, le jour de la plénière d'ouverture, a dit « N'ayons pas peur de la complexité, n'est-ce pas ?» Donc là, il ne faut pas être effrayé. On va y aller, on va plonger et on va mettre toutes nos compétences à l'œuvre, n'est-ce pas ? Donc on va avoir envie d'être pas seul, parce que ça fera du bien d'avoir quand même du soutien. Donc en médecine générale, il va y avoir possibilité de faire du suivi hormonal. On va accompagner l'automédication, peut-être même avec le rôle des associations qui vont pouvoir aider sur les injections. Ils ont fait plusieurs associations ont fait des brochures. Les assos peuvent conseiller aussi là-dessus. On va pouvoir accompagner le parcours de transition en médecine générale et la santé mentale, qui va être un gros morceau. C'est bien confortable qu'il y ait une consultation de santé sexuelle qui puisse aussi s'occuper de la PrEP, des vaccins, du dépistage, etc. Parce que sinon, ça va nous faire tellement de choses à faire chaque fois qu'on la voit qu'on ne va plus avoir vraiment de la confiance qu'on peut s'en sortir, n'est-ce pas ? Il y a un médecin addictologue qui est dans la course. Il y a un médiateur en santé, parce qu'elle est adressée par quelqu'un de ce centre de santé sexuelle, et le médiateur va être une bénédiction. Et il va y avoir la possibilité de parler de ce sujet. C'est moi qui en ai parlé. Enfin, moi, je vais me dire, ouh là là, celle-là, il faut vraiment que je la présente dans le groupe d'échange de pratiques de santé mentale trans, dont je pourrais vous parler tout à l'heure si vous avez des questions, avec grand plaisir. Mais du coup, là, je passe.
Et voilà. C'est un peu abrupt comme passage. Ouais. Donc je vais juste dire oui, il y a de la médiation en santé aussi, il y a de la pérédance en santé qui peut être intéressante par certaines associations, pour des personnes qui peuvent avoir peut-être du mal à pouvoir exprimer les choses, d'avoir de la médiation en santé, avoir des personnes qui peuvent les accompagner, plus les personnes qui ne sont pas forcément complètement francophones, et il y a un gros sujet aussi sur ces points-là. Ouais. Et bon, Ismaël, il a 47 ans, lui, il est transmasque depuis 20 ans, en fait. Il se procure tout seul sa testo, il vit sa vie. Voilà, il vient en consultation, il est méfiant, il est défensif, il est agressé par mes questions, il est agacé par tout ce que je lui demande. Voilà, il n'est pas tranquille. Il a subi une hystérectomie il y a quelques années et en fait, il a été victime du parcours de soins médicalisants très difficile pour les personnes trans quand il n'y avait pas la possibilité de transitionner sans tout ce circuit. Donc, il a vécu le parcours avec les psychiatres, les endocrinos, les chirurgiens. Ça a été très difficile. Il a une vie perso pas facile, il est séparé de son ex-femme, il a une fille dont il a la garde alternée. Et il est dans un trouble anxieux généralisé massif, il a de l'éco-anxiété, et quand il voit le contexte politique de ce qui se passe aux États-Unis, il est terrorisé à l'idée qu'un jour il ne puisse plus avoir sa testostérone. Et il n'a plus d'utérus, donc il est en agonadisme, il a besoin de sa testostérone, il ne peut pas vivre sans. Donc là, il y a besoin de mettre en œuvre. Alors, je profite que Laurence soit là, parce que du coup, je propose un nouveau pétale pour la marguerite des compétences, la compétence structurelle. Alors, cette compétence, en fait, c'est le fait que, en tant que médecin généraliste, notre pratique, pour qu'elle soit inclusive, elle exige qu'on ait une conscience aiguë des forces sociales, économiques et politiques qui façonnent la santé. Et que du coup, on reconnaisse que chez cette personne, la méfiance, l'agacement, ça n'est pas un trait de caractère, mais c'est une stratégie de survie, c'est une réponse tout à fait adaptée à un contexte politique, socio-historique qui est oppressif. Donc, il anticipe qu'il va y avoir des mauvais jugements, de la stigmatisation, de la morale, parce qu'en fait, il l'a déjà expérimenté, et donc, en fait, il assure sa sécurité. Je pourrais reparler de la compétence structurelle si ça vous intéresse. Et donc, pour aller plus loin, on vous a fait un QR code avec toutes les références des formations du REST, des groupes d'échange de pratiques de santé mentale de EST, de toutes les ressources d'outrance, de la thèse que j'ai citée aussi au début, enfin, de plein de choses, voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Julie.